Je suis pas sûr que les gains les plus importants soient sur le LLM. On va voir apparaître, à mon avis, des billions de dollars compagnies autour de cette idée. Et en gros, ça te dégomme toutes les charges de ta boîte et ça te dit est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que c'est améliorable. Toutes ces informations condensées en un email avec 3-4 bullet points plus un titre ou pourquoi pas un lien pour en savoir plus à chaque fois. Je pense qu'on va voir ça dans toutes les industries. Et donc, cette idée, moi, je la valide complètement. Ok Alex, aujourd'hui je te propose de parler de l'IA, de parler des agents IA. Et en fait, quelque chose que j'ai remarqué, et ça peut être d'ailleurs l'introduction, ça peut être l'introduction de ce podcast, c'est que le gros challenge n'est pas de créer des meilleurs IA. Le gros challenge, j'ai l'impression, c'est d'arriver à créer des business autour d'agents IA. Parce que finalement, les outils, ils existent déjà aujourd'hui. Le marché veut ces outils. Parce qu'il y a des promesses dans tous les sens, parce qu'on sait qu'on n'a pas envie que le concurrent nous dépasse sur la productivité, sur le fait d'arriver à produire des choses à moindre coût. Mais finalement, personne n'arrive, j'ai l'impression, à vraiment connecter les points entre eux. Donc voilà, dans cet épisode, on va deep dive 5 idées de business avec l'IA. Encore une fois, toutes ces idées peuvent être lancées dès ce week-end, dès demain. Et elles vont être toutes plus ou moins autour des agents IA. Est-ce que tu veux commencer à faire un point déjà sur… Ouais. Commençons par dire, c'est quoi la différence entre les agents IA et les IA de manière générale? Alors, prenons ce premier point et puis après, tu vois, j'ai un exemple, qui est un exemple et première idée mélangée, on va dire. La manière dont moi je l'entends, parce qu'il y a toujours des définitions, tu sais, sur ce genre de trucs qui sont un peu floues ou quoi. Donc, une IA de manière générale, ce qu'on entend comme étant une IA, c'est le modèle en lui-même, le modèle de LLM. Non, pour être très précis, le modèle tout court d'IA, peu importe ce qu'il fait. Par exemple, les modèles de LLM. Et de l'autre côté, quand tu as un agent IA, moi j'entends un agent qui a pour mission de résoudre une tâche ou un ensemble de tâches bien précises et souvent qui est brandé, marketé pour un domaine, tu vois. Soit un domaine, soit un type d'action. Et donc, un agent IA, c'est tous les trucs de je te rédige des textes à ta place. Tu vois. Avant qu'il y ait vraiment autant de facilité. Enfin, maintenant, tout le monde va directement sur ChatGPT, mais jusqu'à il y a quelques années, tu sais, enfin, jusqu'à, on va dire, il y a un an, tu avais tous ces trucs qui te disaient triche en cours ou je te rédige ta rédaction. Et en gros, c'était des wrappers de ChatGPT qui étaient un peu améliorés ou promptés de manière à ce que ça te fasse ta rédaction ou un agent de traduction ou un agent de je sais pas quoi. Déjà, moi, ce que je dis depuis longtemps, et je crois qu'on avait déjà, dans un podcast avec des idées pour 2025, je crois qu'on en avait parlé sur la partie IA, on s'était dit, moi, je pense qu'il y a un trop gros focus sur les LLM. Je dis pas que c'est pas un marché incroyable et que c'est pas une thématique incroyable. Ce que je dis, c'est qu'il y a tout le monde qui met son énergie et son attention dessus, alors que dans le même temps, tu vois, des IA, et notamment le prédictif et la simulation, sont des trucs qui, à mon avis, ont encore plus de valeur. Et je donne un exemple tout simple. Vous pourrez retrouver le chiffre exact, mais depuis le début de l'année, Palantir a une croissance délirante. Alors oui, tu vas me dire, ils sont sur la défense. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est Palantir et peut-être donner des précisions sur ce que tu appelles l'IA simulation, les deux types d'IA que tu viens de… Et prédictif. Ouais, prédictif/simulation. En gros, Palantir, c'est une boîte d'IA, donc, dont les algos ne sont pas du génératif, donc ça ne va pas te sortir du texte ou des images ou que sais-je. Le job de Palantir, en gros, c'est de répondre à la question si je fais ça, alors il se passe quoi? Et Palantir le fait sur un cas très précis de défense et zone de guerre. On va le faire comme ça. Donc, tu maps ta zone de guerre et tu dis, OK, si je mets mes troupes ici, que l'ennemi est là, que l'ennemi a tel truc, tel matériel, alors il se passe quoi? C'est quoi mes chances de gagner? Où est-ce qu'il vaudrait mieux que j'aille? Et en fait, ça lance des simulations et ça te dit, la meilleure façon d'arriver à tes fins, c'est de faire ça, ça, ça et ça. Et ils ont un logiciel maintenant même civil qui te permet, je crois, de faire la même chose, mais en centre urbain pour les crimes, quelqu'un qui braque une banque, enfin, que sais-je, je sais pas si les braqueurs de banque existent encore, mais des crimes commis dans le cadre d'une ville.
En gros, c'est la prise de décision d'OpenIA, quoi. Et en fonction C'est de l'aide, d'un ouais. contexte. Ok. C'est des IA d'aide à la prise de décision, tout simplement. Ok. Et donc, c'est prédictif slash simulation, parce que enfin, ça peut être légèrement différent, mais globalement, c'est ça le truc. Après, tu as aussi des IA d'optimisation, c'est-à-dire les fameux trucs du genre, j'ai un trajet à respecter. Quel est la meilleure itinéraire pour faire ce trajet-là? Et donc ça, c'est un truc assez classique, hein. Donc c'est ce qu'on appelle les logiciels d'optimisation. Donc là, comme son nom l'indique, tu optimises en faisant toutes les routes possibles, tu lances plein de calculs et donc tu arrives au résultat théoriquement optimal. Ok, très clair. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais ça, c'est trois trucs qui sont vraiment très, très utilisés et qui pour moi, ont vraiment, enfin, trois trucs, je rajoute le LLM comme étant le troisième, qui ont vraiment, à mon avis, un vrai potentiel transformatif dans les prochaines années. Et donc, pour moi, le premier truc, c'est on a trop tendance à focuser actuellement sur le LLM parce que ChatGPT, parce que comment dire, ça prend tout l'espace médiatique, mais je suis pas sûr que les gains les plus importants soient sur le LLM. Moi, je pense qu'ils vont être sur tout ce qui est aspect de simulation. Par contre, il n'y a pas de modèle comme aujourd'hui ChatGPT sur la simulation. Ça implique que tu dois te recréer tes propres modèles. Ce que tu dis par les modèles les plus importants, c'est quoi? Tu parles en termes d'utilisation massive, en termes de chiffre d'affaires potentiel généré, en termes d'impact sur la société? Ouais, enfin, j'entendais par là Chiffres. ChatGPT, Gemini, Anthropic, Grok éventuellement, enfin tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Ouais, mais je veux dire, lorsque tu dis que les modèles d'IA les plus importants, finalement, sont pas forcément les LLM, mais peut-être des modèles de simulation, qu'est-ce Ah que tu non, entends par important? oui, oui, d'accord, pardon, important, d'accord. Je veux dire, ces gros modèles les plus importants au sens de visibilité actuellement et puis d'ailleurs de chiffre d'affaires et de qualité, hein, c'est pas forcément là que va se jouer la prochaine bataille, parce que peut-être que celle-là, elle est soit terminée, soit trop concurrentielle. Et donc, la révolution dans la vie de tous les jours, dans l'utilisation et ainsi de suite, peut se passer sur d'autres types de modèles. Ok, ouais. C'est plutôt ça mon sujet. Et donc, les gains importants que tu pourrais en faire vont plutôt être pour là où il y a moins de concurrence actuellement. Et d'ailleurs, Palantir, encore une fois, en, en tire énormément de profit. Et je suis à peu près sûr que si on creusait dans des boîtes moins connues, on verrait des gains assez impressionnants sur des boîtes dont personne n'a idée qu'elles existent. Parce qu'en fait, ça fait ça, mais pour l'industrie, tu vois. De la prédiction, Ouais, mais pour l'industrie. c'est ce que j'allais dire, finalement, le même type de produit, mais pour les chefs d'entreprise, ça va se vendre comme des petits pains pour le coup. Mais c'est certain. Et je pense que beaucoup se vendent comme des petits pains et je pense que beaucoup ont des croissances assez exceptionnelles. C'est juste qu'on en entend moins parler parce que il n'y a pas eu toute cette vague, tu vois, sur TikTok de viens tricher avec ChatGPT. Et donc, du coup, la société, au sens global, on entend moins parler. Ça devient moins une hype, ça devient moins une mode. Et Mais par contre, ce qui devient une mode, c'est par exemple des agents IA qui vont venir te coacher sur tes relations amoureuses, sur, sur le fait de matcher. Je regardais le podcast de Silicon Carnet avec son nom m'échappe, mais qui a créé Gigi. Gigi, qui est l'app de rencontre. Clara Gold, exactement, ouais. Et finalement, alors, est-ce que ce serait pas une sorte de Palantir, mais pour les relations? Moi, j'abuse, mais au sens où c'est une personne qui va connaître exactement ta personnalité et qui va, pourquoi pas, te proposer. Alors, c'est pas exactement ce que propose Gigi, mais on peut imaginer une application justement IA qui va t'expliquer toutes les possibilités en fonction de différents scénarios possibles dans toutes ces niches pourquoi pas? B2C et qui, pour le coup, pourrait être vachement poussé sur du TikTok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est deux types de techno quand même un peu différents. Mais oui, oui, clairement. Et, donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, je vais quand même répondre à la première question qui était la première idée qu'on peut avoir. Moi, je pense qu'il y a une vraie, euh, on va dire une sous-niche, si tu veux, pour tout ce qui est boring business. Hier, je donnais un cours en école. Et en fait, les questions que j'avais le plus,
C'était des gars qui sont en alternance et donc qui bossent le reste du temps et qui me disent, moi, dans mon job, j'ai 150 fois à refaire tel process, tel process, tel process. Comment je peux tout automatiser de manière à ne plus avoir à faire ça, 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 et comment je peux le faire avec quelque chose qui rentre dans l'acceptation des processus de ma société, qui est une grosse société industrielle. Et là, je lui dis, bah écoute, c'est pas compliqué, tu prends ChatGPT, machin. Et là, il me dit, ouais, mais ChatGPT, c'est pas français. Donc moi, j'ai pas le droit. Sauf que Mistral, ça fonctionne pas exactement pareil, c'est pas facile. Tu peux pas le connecter à Zapier, ou alors il savait pas faire, j'ai pas creusé dans le truc. Mais... Et là, je commence à comprendre qu'en fait, sa problématique, c'est. Et qu'il serait prêt, et cette boîte-là serait prêt à payer littéralement des centaines de milliers d'euros par an, voire des millions d'euros par an, pour automatiser tout un ensemble de processus, mais avec un logiciel dont ils savent ce qu'on fait de la donnée et dont ils connaissent les réponses et le fonctionnement. Donc, entre guillemets, quelque chose qui ne soit pas un produit grand public, type Gemini ou ChatGPT, mais un truc spécialisé pour eux sur leur niche. Donc là, ça reprend un peu le truc d'agent. Et le but est optimisation des process. Tu vois. Ouais, finalement, et avoir une. Mais je pense que d'ailleurs, Mistral voulait lancer ce genre de choses. C'est permettre à toutes les boîtes d'avoir leur LLM local, sur les serveurs locaux, quoi. Qui, où toutes les données sont gardées, où toutes les données sont protégées, et qui va pouvoir être alimenté directement par les données internes de la boîte. Et moi, je serais pas du tout surpris que Mistral en fasse une de leurs lignes business principales. Mais Et d'ailleurs, je serais Mistral, c'est ce que je ferais, parce que de toute manière, tu commences à comprendre, enfin, je pense, j'espère que j'ai tort, hein, qu'on soit clair, mais je pense qu'en termes de visibilité grand public, B2C, ils auront du mal à rattraper OpenAI. Enfin, moi, je le vois comme ça. Par contre, je pense qu'à l'inverse, ils ont une gigantesque, gigantesque opportunité sur du LLM propriétaire, tu vois, qui respecte un ensemble de règles et qui devient, tu vois, le fer de lance de l'Europe, et notamment sur toute la partie industrielle, où on a quand même encore de belles industries, toute la partie plus professionnelle. Et je pense que là, ils peuvent avoir un véritable bump. Je sais qu'il y a une interview qui est parue il y a quelques jours sur Mistral et l'avenir de l'industrie en Europe, un truc dans ce goût-là, que je n'ai pas eu le temps de regarder. Donc peut-être qu'il y a des informations que je n'ai pas à l'instant T, et je crois qu'elle est parue hier ou avant-hier. Et peut-être que c'est très intéressant sur ce sujet. et ça, les autres acteurs en place, ils ont tous attaqué le B2B aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu penses que Mistral aurait plus de chance dans cette course? Parce que je pense que l'Europe a envie d'avoir une solution européenne, et qu'à ma connaissance, à part Mistral, en Europe, il n'y en a pas d'autres. Et que si tu prends tout le marché européen, on a tendance à l'oublier, mais si tu prends vraiment tout le marché européen ou une grosse partie du marché européen, tu n'en as rien à faire. Quand tu n'en as rien à faire, tu es déjà une boîte gigantesque. Le D'ailleurs, problème boîte, c'est qu'on n'a jamais, pour moi, le problème qu'on a en Europe, c'est qu'on n'a jamais réussi à dépasser trop les frontières. C'est pas, et du pays d'origine. C'est pas tant que le marché européen n'est pas assez grand. okay. On pourrait arguer, mais je pense que je suis à peu près sûr de ma théorie. Question d'ailleurs sur ça, si on prend tout le marché européen, est-ce qu'il est plus gros que le marché américain dans la tech et le business? Bah, déjà, mécaniquement, premier truc, c'est qu'en termes de personnes, l'Europe, c'est 500 Ouais, millions, les États-Unis, c'est 300. 340, 320, un truc comme ça. C'est un truc par rond, mais voilà. Et en plus, si on prend Euh, pas en compte, si on prend pas en compte la Russie aussi. oui, oui, non, mais ouais, bon, là, pour le coup, je pense qu'on ne va pas la prendre en compte tout de suite. On va faire des calculs sur ce qu'on a, sur ce qui semble gérable à l'heure actuelle. Donc, tu vois, déjà, tu as ça. Après, tout le marché européen, je pense qu'en effet, il doit être à peu près équivalent. Je pense que l'addition de tout le marché européen doit être à peu près équivalent à celui des États-Unis. Okay. D'instinct, je dirais ça. Ça reste à prouver, tu vois. Ok, hyper intéressant. Alors, moi, j'ai une autre idée.
qui est moins technique. Il y a une grosse problématique là, mec. Et selon moi, on va voir apparaître, à mon avis, des billions de dollars compagnies autour de cette idée. L'idée est la suivante. On vit dans un monde avec beaucoup trop de contenu. Le contenu aujourd'hui, il y en a énormément. J'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais je crois que c'est des millions de vidéos YouTube qui sont uploadées tous les jours. Des trucs totalement délirants. Et à mon avis, ça va continuer à se développer parce que c'est la mode de plus en plus pour monsieur et madame tout le monde de faire des vidéos TikTok, de faire des vidéos YouTube, d'expliquer ce qu'on fait. Il y a une énorme tendance à ça. Je pense que ça va se développer et qu'aujourd'hui, on est qu'au tout début de la création de contenu et de la créateur économie de manière large. La seule problématique avec ça, c'est que c'est impossible pour le cerveau humain, déjà de un, de tout suivre, on n'a pas le temps, et de deux, que ça crée un brouhaha complet, un bruit complet pour toutes les personnes qui vont sur ces réseaux et qui essayent de se tenir informés. Parce qu'en fait, il y a tellement d'informations de partout que le cerveau, il part en cacahuètes. Et donc, je pense qu'il va y avoir un énorme marché dans la curation de contenu. Donc, qu'est-ce que c'est la curation de contenu? C'est la capacité à rassembler les informations plus ou moins nichées et à les condenser en une seule information qui est suffisamment riche et suffisamment concise pour être immédiatement perceptible et compréhensible. Ok. Et donc, ce que je pense, c'est qu'on va voir apparaître des agents IA ou des outils IA qui vont être en back ou en front. C'est-à-dire qu'on peut avoir des newsletters en front et en fait, ça va être des agents IA qui vont les alimenter en back, qui vont venir, par exemple, rassembler toutes les informations avec toutes les datas sur le marché de l'immobilier en Europe. Tu vois. Et tu vas recevoir toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, je ne sais pas, toutes ces informations condensées en un email avec 3-4 bullet points, plus un titre et pourquoi pas un lien pour en savoir plus à chaque fois. Et je pense qu'on va avoir ça dans toutes les industries. Je pense qu'on va avoir ça dans toutes les industries en termes d'information, type marché de l'immobilier, ce que tu veux, mais on peut aussi voir ça dans les grandes tendances. Par exemple, des business qui vont venir scraper tout ce qui existe sur du TikTok, sur Instagram, sur des Substack, sur tout ça, qui vont venir dire, écoutez, voilà, c'est intéressant, il y a ce truc-là, ce sujet-là qui a été répété 36 000 fois un peu partout. On va venir condenser tout ça et derrière, vous expliquer, traduire cette data pour vous montrer comment vous allez pouvoir l'exploiter directement. Donc voilà, une idée de business finalement assez simple parce que techniquement, c'est pas trop compliqué à mettre en place pour l'avoir essayé. C'est des agents IA plus ou moins spécialisés et plus ou moins personnalisés qui s'adressent d'ailleurs plus ou moins à beaucoup de personnes. On peut imaginer quelque chose qui est extrêmement spécifique à un individu ou alors quelque chose qui est plus spécifique à une profession ou un secteur d'activité, basé uniquement sur la curation de contenu. Ok. Alors du coup, enfin, je garde le truc en tête. Tu vas comprendre. Je pense que c'est une très bonne idée parce que, et on avait cette discussion de faire de la veille, la curation de contenu et ainsi de suite, à quel point tu peux le faire payer cher, à quel point il y a des gens qui sont embauchés dans des boîtes pour le faire et ainsi de suite. Et donc, cette idée, moi, je la valide complètement. Et du coup, je vais aller un peu off script pour l'idée 3 et je vais, elles sont liées. Donc, c'est pour ça je vais, comment dire, je vais sortir de ce qu'on avait pensé, mais ce à quoi on avait réfléchi. Mais en fait, ce que tu me dis me fait penser à une idée de business nouvelle qui serait les gens adorent, bon, tu l'as dit, il y a de plus en plus de contenu qui est posé. Mais dans ce contenu qui est posé, eh ben, tu as Madame Tout le Monde, tu as des posts Facebook comme au milieu des années 2000, enfin, tu as ta vie, tu as ah cool, je suis arrivé en Thaïlande et donc trop sympa, je mange dans un resto, enfin, tous les trucs pas important. Disons que c'est pas méga important. Imagine, mec, un réseau social dont le principe serait vous gardez l'exposition, vous gardez le côté dopamine, des likes, des machins, mais plutôt que de venir découvrir les posts de chacun et tout ça, c'est une IA qui vous fait des updates sur vos amis une fois par semaine. En gros, l'IA, elle va sur Facebook, elle va sur Insta, elle va sur Twitter, elle va sur TikTok, elle va sur machin, et elle te dit, ben ton pote, Luc,
Il va bien, il est arrivé en Thaïlande, il a posté 3 photos, si tu as envie de les voir, je te les montrerai. Il est très content parce que ça lui donne des nouvelles idées, des nouvelles opportunités d'être arrivé là-bas. La prochaine fois que tu le vois, discute probablement de ces sujets-là. Mec, c'est une super idée. Et en fait, c'est une super idée. Et c'est intéressant comment finalement, même d'un point de vue cérébral, je pense que j'aimerais bien creuser comment ça fonctionne, mais cette idée a fait tilt parce que hier, j'ai découvert une nouvelle boîte d'emailing où la promesse, c'est de dire, écoutez, nous, on va repérer les emails les plus importants qui demandent une réponse immédiate. Donc ça, on va vous les garder. Par contre, tout le reste, on va le condenser en un seul email avec des bullet points. Il y a cette personne qui a demandé ça, il y a cette personne qui vous donne cette nouvelle, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, ça te permet de trier totalement ta newsletter et de recevoir un email par jour avec, de un, voici ce que la boîte mail dit de vous. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Finalement, c'est le Wrapped Spotify, mais façon email. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses à apprendre de nous en fonction des emails que l'on reçoit. Et la seconde chose, c'est que ça vient condenser les centaines d'emails qu'on peut recevoir tous les jours en un seul email avec des bullet points. Et finalement, ce que tu dis, c'est la même chose, mais pour avoir des nouvelles de ses potes. Et c'est d'autant plus smart que, mec, plus on grandit, c'est un truc que j'ai remarqué, ou peut-être que je suis le seul, je sais pas, mais plus on grandit, plus on a tendance à perdre totalement contact avec des anciens potes du collège, du lycée, de prépa, d'école ou d'anciens associés ou que sais-je. Et d'avoir comme ça, et en plus, on n'a pas forcément. Moi, j'essaie d'appeler mes amis assez régulièrement, mais on n'y pense pas, ou alors c'est des appels qui sont reportés ou que sais-je. Et donc, on a plus ce contact. Et en fait, on n'a plus aussi, non seulement ce contact, mais aussi l'excuse pour prendre contact. Parce que on suit pas leurs photos, forcément, parce qu'on va pas sur les réseaux, on s'empêche d'aller là. Et donc, non seulement ça viendrait nous updater sur l'évolution de nos amis, mais en plus nous donner la petite excuse, finalement la petite phrase d'accroche pour reprendre contact. Et comme tu l'as très bien dit, avoir un sujet de conversation sur lequel se lancer. Et finalement, cette même idée, tu peux l'appliquer à tout. Même tu peux l'appliquer d'un point de vue business. Imagine que tu as des concurrents. Bon, voici ce que vos concurrents ont fait cette semaine. Exactement. Voici ce qu'ils ont posté. Voici les discussions avec qui ils ont pu avoir. Non, mais clairement. Et en fait, tu te rends compte que ça, le wrap d'informations, il peut être pertinent à tous les niveaux. Sur la veille, comme on l'a dit au début, mais dans tes relations et ainsi de suite. Alors, on pourra nous dire, ouais, est-ce que ça vient pas, tu vois, est-ce que c'est pas un peu en mode réduire la relation à des postes? Oui, probablement, mais bon. En même temps, si C'est une tu as le relation mec que qui a tu eu une n'as pas. promotion, pardon? Ouais. J'ai dit, dans tous les cas, c'est une relation que tu n'as pas, quoi. Oui, dans tous les cas, c'est ça. Et donc, je me dis, je vois pas trop le harm là-dedans. Et à chaque fois que tu as, tu vois, tu suis donc une liste de mecs dont tu veux des retours, enfin des news. Et maybe, tu vois, tu peux te dire, bah, ok, il y a une pub, comment tu monétises? Parce que la question, c'est comment tu monétises ça. Et ben, il y a de la pub à chaque news que tu as. À la fin de la news, tu as une pub. Mec, imagine pour les. Alors, c'est un truc un peu perché, hein, ok? Mais imagine Ouais. pour les investisseurs. Les investisseurs, il y a une phrase célèbre qui revient à chaque fois, c'est on n'investit pas sur un produit, on investit sur un individu. Ok? Ouais. Imagine, tu es investisseur, tu as une personne, là, cette tête te revient bien, tu te dis, cette personne est intelligente, j'ai pas envie de la perdre de vue. Sauf que quand tu es investisseur, tu parles à 36 000 personnes tous les jours. Et donc, Ouais, clairement. forcément, c'est très compliqué de suivre la voiture d'une personne en question. Clairement. Eh bien, tu snipes avec cet outil telle personne et tu as un récap hebdomadaire, non, allez, mensuel, de l'évolution de cette personne en fonction de, par exemple, ce qu'elle poste sur LinkedIn, de ses updates dans les business qu'il lance, et ensuite dans les updates des business qui sont reliés à son compte LinkedIn. Et là, tu dis, mais en fait, c'est génial. Ce mec, je le suis depuis qu'il est en école de co. Donc, j'ai en plus un récap global. Il a fait ça, 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 ça. Je sais maintenant qu'il lance ça. Voici où est-ce qu'il en est. Ok, maintenant je le contacte et je lui propose de l'argent. Stylé. Stylé, stylé. Ouais, non, mais c'est vrai que ce truc-là marche partout. Ouais. Ah, c'est sympa. Mm. Ça, c'est pas mal. Il est 4 du coup. Je te relaisse la main. Ça m'a beaucoup hypé là pour le coup. Ouais, Attends, moi je aussi. vais essayer d'en trouver une autre. euh,
Ok, j'ai autre chose de pas très technique. Mais en fait, à mon avis, j'ai hésité à la donner celle-là parce qu'à mon avis, ça existe déjà. Euh, il y a pas mal d'applications. Généralement, les applications mobiles B2C qui marchent, c'est les applications les plus connes, les plus simples, mais elles brassent énormément d'argent. C'est souvent du cash flow direct. Les applications de journal intime, ça cartonne. Ouais. Ça cartonne. Tout comme les applications de routine, d'habitude, ce que tu veux. Imagine une application où en fait, donc, du journal intime, on cible un public féminin, dopé à l'IA, qui non seulement va recevoir toutes les notes que tu peux lui partager, mais en plus va pouvoir commenter, t'updater, te faire des alignements d'idées. Ah bah c'est intéressant, tu te sens comme ça, parce que généralement, en plus, les femmes, elles ont tendance à, à beaucoup écrire sur leurs émotions, sur comment je me suis senti là, sur comment ça m'a impacté, et donc arriver à connecter des émotions avec des faits en fonction de la date. Ah bah c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans, tu as fait la même erreur, et ci, et ça. Et puis peut-être que tu devrais peut-être faire cette routine parce que telle créatrice de contenu que tu suis, que tu adores, puisque tu me l'as dit, il y a 3 semaines, a indiqué ça dans sa dernière newsletter. Et donc avoir finalement aujourd'hui, prendre toutes les applications qui existent de développement personnel, mais à large, journal intime, parce que ça nous permet d'écrire et d'avoir un regard sur notre vie, de routine, d'habitude, que sais-je, et de le doper Ouais. avec de l'IA pour que ce soit pas juste un blog un blog passif, mais qu'en fait, toutes les informations qu'on puisse partager viennent nourrir une machine qui va venir nous donner encore plus d'insights, qui sont censés nous apporter encore plus de valeur. Clairement. Ça, c'est sûr. Ça, je sais même, je suis même, comme tu dis, sûr que si ça n'existe pas encore, très rapidement, ça va être fait. Ça, c'est Parce clair. qu'en plus, c'est le type d'application, un peu comme toi avec ta montre, à partir du moment où tu as commencé à l'utiliser, Ouais, la rétention, elle est folle. Parce que elle est tu n'as folle. pas envie de changer de journal intime tous les jours. Et puis, il y a un autre truc, c'est que ça peut te rappeler les leçons. Tu vois, Ouais. parce que par exemple, quand tu écris un journal intime, tu vois, moi, j'ai un truc dans lequel je note les leçons que j'apprends. Les leçons au sens, genre, là, j'ai déconné, j'ai fait ça, 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 plus refaire, tu vois. Sauf que dans ta vie de tous les jours, au bout d'un moment, les leçons d'il y a 5, 7, 8 ans, tu les oublies. Normal, tu vois, parce que je relis pas 200 pages de trucs tous les jours. Et je me dis, que si ça te dit, oula, t'es en train de déconner, je sais pas comment ça peut le voir, mais t'es en train de déconner, t'es en train de te remettre dans un truc que t'as déjà fait, regarde, la leçon de 2018, c'était de faire plus ça, plus ça, plus ça. Ah putain, ça peut avoir de la vraie valeur, tu vois. Je me dis, Ouais, là, il y a un truc à faire. c'est clair. Pour le coup, on tombe tous dans le panneau, je trouve. Moi aussi, bah, C'est obligatoire. j'écris ça sur un journal de bord, sur un Google Doc. Mais c'est une galère pour l'instant, moi, de retrouver mes anciennes erreurs, de savoir si ce que j'écris aujourd'hui, je ne l'ai pas déjà écrit il y a 6 mois, est-ce que finalement, je ne suis pas dans la même situation qu'il y a X temps. Euh, et d'avoir Clairement. finalement un journal intelligent qui va te rappeler les situations et qui va te conseiller de manière bienveillante, mais très directe et très honnête. Ouais, je pense que ça peut être très puissant. Ouais, clairement. Et du coup, moi j'en ai une cinquième et dernière idée qui là pour le coup, je pense qu'elle n'est pas hyper simple, mais par contre le mec qui la met en place, là je mets ma main à couper que c'est forcément une billion-dollar compagnie. Enfin, pour peu que la boîte soit bien gérée, blablabla, blablabla, tout ce que tu veux, mais voilà. En ce moment, tu le sais, je procède à des rachats, acquisitions d'entreprises dans l'immobilier qui me permettent d'avoir du sourcing, et ainsi de suite. Donc, j'ai un business model où j'intègre ces entreprises qu'on pourrait qualifier de traditionnelles et elles apportent du business à mon business classique qui, lui, a haute rentabilité, haute marge. Sauf que, en creusant, je me suis rendu compte quand même que ça servait à rien de laisser juste ces business déficitaires. On peut aussi les redresser dans le même temps et donc être gagnant sur les deux tableaux. Donc j'ai commencé à prendre les trucs en main, regarder comment ça fonctionnait, essayer de comprendre les trucs, décortiquer et ainsi de suite. Je me suis rendu compte en creusant que une des grosses parties du problème était que les charges, c'est pas tant que le business n'est pas rentable en tant que tel, c'est que les charges de structure de base sont délirantes pour des petites structures. Pas que le business n'est pas bon, c'est que les charges sont beaucoup trop importantes. Quelle charge, par Euh, exemple?
Ben, par exemple, je te la fais courte, mais sur de l'agence IMO, par exemple. Alors, il y a différents business, mais prenons l'agence IMO parce que c'est plus simple pour tout le monde de conceptualiser. Tu as des charges qui sont gigantesques. Les locaux, dès lors l'électricité, l'eau, le marketing, donc se loger, le bon coin, tout ce qui est pour faire connaître ton agence. Euh, Beaucoup de salaires pour faire des tâches qui sont en fait assez répétitives. Je pense que tu me vois arriver. Des dépenses, tu vois, liées à des photocopieurs, parce qu'en fait, il faut toujours que tu aies un truc à photocopier, tout ça. Et donc, la méthode qu'on a faite, c'est évidemment, on ajoute de la technologie, on essaye de faire notre propre marketing, on rationalise les locaux, là où avant il y avait un local pour, j'en sais rien, tu vois, 3 personnes, bah, tu fais un grand local pour 20. Le but n'est pas d'entasser des mecs, hein, c'est juste de, tu vois, bah, tu sais à quoi ressemble notre siège, donc tu as plus de place, et ainsi de suite. Euh, mais en fait, ça, moi, j'ai dû me le taper à la mano, prendre les comptes des 5 dernières années, comprendre comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qui rentrait de l'argent, qu'est-ce qui en faisait sortir, et ainsi de suite, et blablabla. Voilà, t'as compris. Et en fait, dans tous les business traditionnels, cette problématique, ça a un nom, c'est la problématique des coûts cachés. Les coûts cachés, c'est tous les trucs qui te coûtent de l'argent et qui ne sont pas réellement opérationnellement viables. Tu les enlèverais, en fait, tu n'as quasiment aucun impact. Ou tu les réduirais, tu n'as quasiment aucun impact. Et donc, mon idée, ce serait un logiciel que tu peux plug à ton logiciel compta, à ta banque et à tout ce que tu veux avec une API. Et en fait, ça te détecte automatiquement l'ensemble des coûts cachés de ta boîte. Genre, ça prend tes comptes tous les mois et ça te dit, mais attends, pourquoi tu me dépenses 4 000 € de loyer par mois alors que, en fait, tu fais que 200 000 € de chiffre d'affaires? C'est complètement débile. Tu as 30% de ton truc qui est là-dessus. Peut-être faudrait-il trouver un local moins grand. Ok, tu dépenses tant en marketing et ça ne te ramène que tant. Mais ça n'a aucun sens. En fait, la plupart de ton business, tu le fais sur tel truc où tu n'as pas le marketing qui est involved. Tu as 4 personnes pour gérer, tu vois, et ça te prend toutes tes charges de ta boîte. Et ça te dégomme et ça te dit ça sert à rien, ça sert à rien, ça peut être optimisé, ça tu devrais faire différemment, ça tu devrais, tu vois. Et en gros, ça te dégomme toutes les charges de ta boîte et ça te dit est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, est-ce que c'est améliorable. Imagine-toi une IA qui étudie les comptes. Donc, sur la première version de ton IA, bah, elle te dit juste ok, ça a l'air machin. Mais plus tu l'entraînes et plus tu le donnes à des boîtes de secteurs différents, plus l'IA va être capable de te dire des bails du genre mais attends, 90% de tes concurrents qui fonctionnent mieux que toi font ça, et ont coupé telle charge ou rajouté telle charge, mais qui leur ramène tant de chiffre d'affaires. Et t'imagines si tu es dans un logiciel comptable, donc tu l'as plugué un logiciel comptable, donc tu es immédiatement déployé sur 500 000 entreprises. Tu le fous sur Cégide, je sais pas combien c'est, mais c'est peut-être 100, 200, 300, 500, peut-être 1 million d'entreprises. Donc ça te fait une tonne de data et derrière beaucoup de comparaisons. Ouais, Et surtout, tu as la data de toutes les boîtes, de toutes les sociétés, si tu veux. Et même si tu laisses les grosses de côté, tu vois, les grosses, il y a des côtés stratégiques, donc eux, ils veulent une instance qui est qu'à eux, tu peux pas récupérer leur data, machin. Mais l'agence immobilière, le boulanger, la boîte de bâtiment du coin de la rue, elle s'en fout, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de confidentialité démente. Et elle paye 20 € par mois, et tous les mois, on lui dit, là, tu as trop dépensé, là, tu as fait ça, là, tu as déconné, il aurait fallu que tu fasses ça, ça pourrait être mieux investi de telle manière, et tu peux aller hyper loin. Mais Et la question que je me pose, pardon, je te laisse finir. c'est un DAF, en fait, c'est un DAF sous IA. Ouais. Mais justement, je trouve que l'idée est excellente. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que du coup les DAF vont continuer à exister? Alors, le DAF, il fait pas que ça. Tu as un bon DAF, il te rassure aussi pour tes financements, il va te chercher la banque et tout ça. Et un bon DAF, c'est un mec qui arrive à te trouver des financements auxquels tu n'aurais pas droit normalement. C'est facile d'aller voir une banque, la banque, une IA remplit le truc. Si tu as le droit à 1 million, de te faire prêter 1 million, c'est pas compliqué. À partir du moment où, tu vois, si tu es contre-garanti à 100% parce que tu as 15 millions d'euros d'immobilier, aucun problème. Un bon Ouais, DAF, mais c'est un mec qui a le droit qu'à 800 000, il te trouve 1 million. mais on est à combien d'années ou de dizaines d'années de Non, d'avoir par contre, tous les brochements qui sont faits
au sens où la banque, toutes les décisions de la banque sont faites par une IA, au sens où le DAF est en fait une IA à part entière, au sens où il y a une IA qui vient récupérer les coûts cachés, on broche tout ça, et finalement, au lieu que ça prenne un mois de relier tout ça avec de l'humain, en 30 secondes, tout est parti, l'information est immédiatement débloquée, l'argent est immédiatement débloqué pour une automatisation totale, quoi. On a combien de décennies ou d'années de cette situation? Déjà, je pense que c'est pas en décennies, je pense que c'est en années. C'est pas 6 mois non plus, parce que voilà, mais je pense que tu es peut-être entre 5 et 10 ans max. Mais par contre, attention, comme je te disais, tu as des questions de négociation. Moi, la manière dont je le vois, c'est pas le DAF, c'est une IA. C'est le secteur, enfin, le pôle financier, c'est le DAF et une IA. Par contre, tu éclates toutes les équipes qui sont en dessous. Et tu as juste un mec armé de son IA qui va négocier. C'est tout. Et pourquoi on aurait besoin du mec à armé de son IA? Parce que sinon, ton IA, elle est trop pragmatique. Encore une fois, je te dis, un bon DAF, c'est un mec qui va te négocier un truc auquel tu n'as pas droit. Une IA, elle te dira, tu as droit, tu n'as pas droit. Fin de l'histoire. Mais si on lui demande, tout dépend comment on la paramètre. Si on lui demande de regarder vraiment tout ce qui est possible de faire, un peu comme en droit, c'est, comment on appelle ça? C'est toutes les décisions, je ne me souviens plus du terme, c'est toutes les décisions qui sont prises de manière. Ouais, Jurisprudence. Exactement, faire jurisprudence. Tu vois. Demander justement à l'IA de connaître la jurisprudence dans ces deals financiers dont la majorité des DAF n'ont pas accès et d'essayer d'attaquer. Why not? Why not? Tout est envisageable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, je pense que juste le fait de faire sauter 2-3 auditeurs qui te trouvent les coups cachés, ça, je pense que par contre, on est potentiellement à 1 an de le voir déployer. Honnêtement, je vois pas la complexité. En fait, la seule complexité que je vois, c'est une complexité, même pas administrative, c'est légale. Oui, au sens où je pense que là, pour le coup, on en est à 10 ans. À part si grosse révolution, hein, mais sur 10 ans pour que l'État ou que même d'ailleurs les États-Unis acceptent de dire bon bah en fait tous ces métiers-là on n'en a plus besoin et si vous voulez vous pouvez que des décisions importantes puissent être prises directement via ordinateur sans intermédiaire humain. Oui, encore une fois, la prise de décision, c'est difficile. Mais moi, je veux dire, juste l'identification du coup caché, je pense que ça, on n'est à pas grand-chose de l'avoir assez facilement. Ouais. Et le seul problème, c'est avec tes datasets. Ça, oui, j'entends que les datasets, ils vont être pas évidents à trouver. Mais au-delà de ça, zéro sujet. Zéro sujet. Je pense. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un épisode efficace et condensé. Mais je pense qu'on a quand même trouvé 2-3 idées là qui sont que normalement vous n'allez pas voir. Ouais, qui sont pas mal. Je suis content. Ok. Ouais, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. À chaque fois, ça nous fait vraiment plaisir. On lit tout aux commentaires, bien sûr. Si vous voulez nous envoyer un message pour rentrer en contact avec nous, en savoir plus ou que sais-je, n'hésitez pas. Je mets l'email juste en dessous. Et puis, passez une excellente journée, un excellent dimanche. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.